Je ne vais pas prendre le micro comme la dernière fois parce que c'est lourd, c'est pas pratique pour moi d'avoir ce micro qui est lourd dans la main, plus les stabilos pour écrire, ça c'est pas commode pour moi. Donc je pense que vous m'entendez quand même à peu près correctement. Là, je vais essayer de parler assez fort, surtout quand je m'éloignerai du micro. Je vais essayer de parler de manière à ce que vous puissiez entendre. Mais au cas où vous n'entendez pas, vous pouvez toujours vous rapprocher aussi. Hein. Il y a aussi cette solution-là, hein, de vous rapprocher. Si vous êtes timide, vous pouvez vous mettre au milieu si vous êtes timide, mais si vous voulez pas venir devant. Mais vous rapprochez un petit peu si vous entendiez mal. Parce que moi, je ne vais pas reprendre ce micro-là qui est là, et donc je le laisse pour les intervenants. Voilà. Et cela permet en même temps que les interventions soient enregistrées sur YouTube grâce à ce micro-là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous faisons un chapitre, je ne sais même pas le combien c'est, je ne sais pas. C'est quel chapitre combien aujourd'hui? Je ne sais pas. Chapitre 9. Le chapitre 9. Je fais le chapitre 9 qui s'appelle du non-sens et de la structure de Dieu. Alors c'est bizarre comme titre, hein, du non-sens et de la structure de Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça en deux mots, hein, mais on va le comprendre dans le texte, hein, du non-sens. Pourquoi? Parce que le non-sens, eh bien c'est Schreber qui en parle. Et Schreber dit que ce qu'il raconte, c'est pas du non-sens. C'est pas du non-sens, ça a du sens. Hein. Et que d'ailleurs, Dieu le comprend. Dieu le comprend, lui, Schreber. Et donc, il a une espèce de phrase assez complexe que je vous lirai si j'ai le temps sur le non-sens, Schreber. Et puis alors la structure de Dieu, parce que Dieu pour Schreber, c'est pas le Dieu, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas le Dieu des croyants. Hein, c'est un interlocuteur qui murmure. C'est Schreber qui le dit lui-même. Hein, un murmure permanent. C'est-à-dire que c'est une espèce de discours parallèle à son propre discours, à Schreber, le discours de Dieu. C'est une espèce de mélopée, si vous voulez, lancinante, permanente, qui enveloppe Schreber tout le temps. Dieu. Pour autant, ce discours, Schreber, il lui accorde pas un crédit total, pas du tout. Hein. Il dit même que Dieu est capable de perfidie, hein, à un moment donné, de perfidie, et que Dieu, il y a des tas de choses qu'il ne sait pas. Que Dieu, c'est tout juste, s'il dit pas que Dieu est bête, d'une certaine façon, hein, et qu'il y a des tas de choses que Dieu ne comprend pas. Et d'ailleurs, il précise bien, il dit, heureusement qu'il y a certaines bonnes âmes qui montent au ciel de temps à autre et qui vont lui expliquer les choses à Dieu, parce que sinon, il n'est pas si doué que ça pour comprendre les choses. Voilà. Il a une vision très particulière de Dieu. Hein. Il est à la fois, c'est son interlocuteur, et c'est le seul. C'est dire la pauvreté de la vie de Schreber, hein, d'avoir comme murmure dialectique la seule présence entre guillemets, d'un Dieu très lointain, très lointain. D'ailleurs, c'est la phrase que je vous ai énoncée la dernière fois. Il y a, dans le chapitre précédent, Schreber, à un moment donné, dit « Je suis quelqu'un qui est loin ». Et quand il dit ça, ça veut dire « Je suis quelqu'un qui est loin de Dieu ». Dieu est très très loin. Et effectivement, Dieu, pour lui, c'est plus quelque chose comme un concept, un bruit, un murmure, et c'est pas tellement une dialectique avec un échange, si vous voulez, quoi. Hein. C'est pas Don Camillo, hein, qui parle avec Dieu, et Dieu lui répond. C'est pas pareil, hein, c'est autre chose. Et donc, alors, dans ce chapitre-là, Lacan nous parle au début des précieuses. Vous savez, les précieuses, parce qu'il nous parle, il veut nous amener un petit peu la question du discours, du langage, et il nous parle des précieuses. Vous connaissez ça, les précieuses. Les précieuses, c'était si vous voulez, alors, les précieuses, c'est un terme péjoratif, hein, qui a été employé par les détracteurs de ces femmes qui se réunissaient pour parler ensemble, pour parler de la belle langue, créer des formules, échanger sur l'amour, sur la littérature, sur la culture en général.
uniquement entre femmes. Uniquement entre femmes. Il y a eu quelques hommes, mais très peu. Et donc, elles ont été appelées, mais de manière péjorative, les précieuses. C'était pas élogieux. Parce qu'on disait d'elles qu'elles étaient très élitistes, très enfermées dans leur structure dialectique de femmes, et que donc il n'y avait pas de place pour l'extérieur, pour les gens qui auraient voulu rentrer dans ce cercle très fermé, et que c'était un peu pédant. Alors je ne sais pas, mais en tout cas, alors Molière en a fait une pièce, hein, vous savez, qui s'appelle Les Précieuses ridicules. Et Les Précieuses ridicules, c'est une pièce qui traite de ça, qui traite des précieuses. Hein. Des précieuses telles qu'elles ont existé en vrai. Et donc, c'était des femmes de l'aristocratie du XVIIe qui se réunissaient. Alors, il y avait Madame d'Escudéry, Madame de Lafayette, il y en avait plein comme ça. C'était essentiellement des aristocrates. Et donc, elles se réunissaient dans ce qu'elles appelaient la ruelle. La ruelle. Alors, la ruelle, c'était pas une ruelle au sens où nous on l'entend nous. La ruelle. Lacan cite ce mot dans le chapitre, si vous l'avez lu. Hein. La ruelle, c'est l'espace qu'il y a dans une chambre ou dans une pièce entre le lit et le mur. Entre le lit et le mur, elles ont appelé ça la ruelle. Parce qu'elles s'asseyaient là. Elles ne s'asseyaient pas sur les lits ou sur les divans, elles s'asseyaient adossées au mur ou adossées au lit dans la ruelle. Et donc, elles discutaient comme ça, entre elles, sur tous les thèmes que je vous ai énoncés tout à l'heure. Et donc, ce qui est important pour Lacan, c'est pas tellement le décorum, c'est que de cette activité-là, ont découlé tout un tas de formules, de mots, et dont il dit que c'est précieux, justement, que c'est précieux. Il dit, on s'en moque beaucoup des précieuses, mais dans le fond, le langage, ça s'élabore comme ça. Ça s'élabore en parlant. Ça vient pas tout seul, c'est compliqué. Hein. Et donc, plein de choses sont advenues de cette façon-là par les précieuses, par celles qu'on a appelées les précieuses. Plein de mots, plein d'expressions. Je pourrais pas vous les citer toutes parce que je les ai pas là, mais est-ce que il y en a. Enfin, vous pouvez les retrouver dans le chapitre hein, parce qu'il en donne. Et puis sur Internet, vous tapez les précieuses, les expressions des précieuses, vous en trouvez beaucoup, hein, bien sûr. Il y en a une quand même que Lacan retient. C'est celle-ci qui vient des précieuses, qui a été créée par les précieuses. Le mot me manque. Le mot me manque. Je vous cite celle-là parce que c'est celle-là qui a intéressé Lacan bien plus que toutes les autres. Le mot me manque. Donc on pourrait penser que le mot me manque, c'est venu comme ça, naturellement. Non, non, c'est une création des cercles, des salons parisiens, parce que c'était essentiellement parisien, des précieuses. Le mot me manque. Et pourquoi a-t-il intéressé Lacan, cette locution-là, pourquoi a-t-elle intéressé Lacan? Eh bien parce que ça renvoie à sa structure de langage à lui, telle qu'il l'a définie lui. Et je vais vous en redire deux mots. Les mots me manquent. Vous savez qu'on a beaucoup parlé déjà depuis le début de ce séminaire de l'autre, c'est-à-dire du lieu de tous les symboles. Le lieu de l'ensemble des symboles, hein, tous les symboles. Et donc, si vous voulez, tous les mots sont là-dedans, bien sûr. Tous les mots sont là. Tous les mots, une infinité de mots. Il n'y a pas de limite à ça. Une infinité de mots sont détenus par l'autre. Et donc, il faut bien que nous réussissions à en extraire un certain nombre pour constituer, eh bien, notre discours, d'humain. Mais il nous arrive souvent, et ça a arrivé à Schreber, hein, Schreber disait souvent, lorsque Dieu me parle, il interrompt ses phrases. Il interrompt ses phrases. Hein. Donc c'était comme si à Dieu les mots lui manquaient aussi. Et il disait ça de lui-même d'ailleurs aussi. Il disait, je dis une phrase et puis je peux pas la finir, je peux pas la terminer, ma phrase. Et donc, alors Lacan en parle en disant, quand quelqu'un dit le mot me manque, ça veut dire que le mot il est là, que le mot existe. Si le mot manque, ça veut dire qu'il existe. Vous comprenez?
un mot manquant, c'est qu'il existe. Et comment le faire exister, ce mot-là, puisqu'il manque? Eh bien, Lacan donnait un exemple très simple, c'était pas dans ce séminaire-là, mais il disait, si au tableau, vous écrivez par exemple 1, 2, et vous mettez des petits points après, eh bien, il y a une sorte d'évidence là-dedans. Il y a quelque chose qui manque, puisqu'après, je n'ai écrit qu'un 1 et 2, je n'ai pas écrit 3, 4, 5, 6. Mais Lacan dit ceci, si vous écrivez 1 et 2, le 3 est déjà là. Le 3 est déjà là. Hein? Cela veut dire que la trame des nombres, si vous voulez, à partir du moment où vous avez écrit 1, toute la trame des nombres est là, est présente. Hein? Et donc le 3 est là. Le 3 est là, même s'il manque, même s'il est manquant au tableau, là il est plus manquant puisque je l'ai écrit. Mais il est d'évidence là du fait de la trame symbolique qui contient tous les termes et tous les mots. Et donc quand une phrase est en suspension, quand une phrase est interrompue, eh bien le reste de la phrase est là aussi, de la même façon. Et Lacan n'a pas été le premier à dire ça. Il y a eu Socrate, c'est beaucoup plus ancien, parce que Socrate, c'est plus de 2000 ans avant notre ère. Et Socrate donnait un exemple assez marrant, vous allez voir. Enfin, marrant. C'est pas hilarant non plus, hein, mais bon. C'est plutôt rusé, quoi, comme truc. Socrate, il disait, parce que quelqu'un lui disait, à Socrate, quelqu'un disait à Socrate, tu sais, Socrate, les esclaves sont stupides. Les esclaves sont stupides. Il y avait beaucoup d'esclaves à cette époque-là, hein, dans l'Antiquité grecque. Et donc, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Ils ne peuvent pas faire un raisonnement, ils ne savent rien. Et Socrate a répondu, mais tu te trompes complètement. Il a été lacanien, là, hein, Socrate. Il a dit, mais si, il y a beaucoup de choses qu'ils pensent ne pas savoir, mais ils les savent. Il suffit de les pousser un petit peu, de les aider un petit peu, et ce qu'ils ne savent pas sort. Et il donne un exemple. Il donne un exemple qui est assez marrant, assez parlant. Il dit, prenons un carré. Ah oui, il marche plus mon stabilo, je vais en prendre un autre. Prenons un carré. Alors, je fais à peu près un carré, hein, ça ne sera pas bien fait, hein, vous m'excuserez de la mauvaise qualité de mon dessin. On donne comme côté du carré 1. Voilà, ça c'est simple, hein, un carré avec comme côté l'unité 1. 1 cm ou 1 mètre, on s'en fout, c'est 1. Et donc, Socrate dit, regarde, je vais demander à un esclave de me dessiner un carré qui fasse le double de celui-là. Et tu vas voir que ça va être compliqué pour lui, mais qu'il peut y arriver. Et donc, il fait venir l'esclave, qui s'appelle Menon, M-E-N-O-N, qu'on retrouve assez souvent dans les récits de Platon, etc. aussi. Pas seulement chez Socrate, Menon. Ça devient une espèce de mot générique pour désigner un esclave d'une certaine façon, quoi. Celui qui ne sait pas, qui est un peu bête, un peu niais, un peu pas cultivé. Et donc l'esclave vient, et qu'est-ce qu'il fait pour doubler? Eh bien, l'esclave, il dit, bon, c'est pas compliqué, il suffit de mettre un autre côté de 1, comme ça, et puis voilà, hein, on double tout ça, et puis ça fera un carré qui fera le double, comme ça. Alors, oh là, j'ai très mal dessiné ça. Enfin, peu importe. Donc, alors, on le termine comme ça. Mais le problème, c'est que vous vous en apercevez tout de suite, c'est que, en fait, on arrive, si celui-là est le premier carré, on n'arrive pas à la bonne réponse, on arrive à quelque chose qui est 4 fois la surface précédente. Donc, c'est pas la bonne réponse, 4 fois. Donc, intuitivement, si vous voulez, intuitivement, de manière rapide, l'esclave se trompe. Mais, il se trompe pas totalement. Parce que, si on fait les diagonales comme ça, là, enfin, voilà, comme ceci, là, hop, on rejoint comme ça, ici, les angles, on rejoint les angles, comme cela. Alors, moi, j'ai très mal dessiné, mais si j'avais bien fait mon carré, eh bien, ce serait un carré. Parce que là, c'est un losange, mais parce que je l'ai mal fait. Mais si je l'avais bien dessiné, si j'avais fait un bon carré, parce que je suis trop petit, si vous voulez, pour faire un carré. Donc, voilà. Eh bien, ce serait un carré au centre, là. C'est un carré. Et avec toujours un 1 de côté, là. Donc, ça fait un carré de 2 de côté, finalement. De 2 de côté. Et on s'aperçoit que c'est un carré qui fait le double en surface du carré premier. Donc, l'esclave se trompe. Mais quand l'esclave
dessine, fait intuitivement là aussi se joindre, si vous voulez, ces points-là, les points médians de chaque droite, eh bien, il dessine sans le savoir la bonne réponse, parce que ça, c'est la bonne réponse, et on s'apercevrait que ce carré-là, il a pour côté racine de 2. Racine de 2. Oui, parce que si vous vous rappelez, le carré d'hypoténuse est la somme des carrés des autres côtés. Vous vous rappelez de ça? Vous connaissez par cœur ce x2 égale a2 plus b2. Hein? Ça, c'est l'hypoténuse, ça. Vous avez fait un minimum de maths pour connaître ça, quand même. Hein? Un minimum. Imagine, hein? Ça, c'est vraiment du b à bas. Hein? Le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des autres côtés. Donc, si ça, c'est x, on ne sait pas ce que c'est une inconnue, x, c'est ça. Eh bien, x2 égale 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 1. Parce que 1 au carré, c'est 1. 1 fois 1, ça fait 1. Hein. Ça fait 2, égale 2. Et donc, si x2 égale 2, x égale racine de 2. Et donc, la bonne réponse, c'est le carré dont la valeur du côté est égale à racine de 2. Ça, c'est Lacan qui reprend ça. Hein. Il le reprend dans ce séminaire-là et dans plusieurs séminaires. Il revient sur cet exemple-là de ce qui est en suspens est là. La trame est là. Il suffit de la faire sortir, de faire un effort à l'esclave ou à toute autre personne pour que ça vienne. Parce que le filigrane, le tamis, la trame, tout ça, c'est là déjà à l'avance. Et donc, si vous voulez, racine de 2, eh bien, l'esclave, finalement, il connaissait la racine de 2 sans pouvoir le dire. C'est ça la démonstration, qui n'est pas de Lacan d'ailleurs, qui est de Socrate, hein, reprise par Lacan. Mais c'est plutôt futé. Hein. C'est plutôt futé parce que Socrate explique très bien qu'il aide un petit peu l'esclave. Il dit à l'esclave, mais dessine un peu plus, vas-y, dessine un peu plus. Fais. Et l'esclave dit, ah, c'est bizarre, il y a un autre carré là quand j'ai fait ça. Là. Eh bien oui, Socrate dit, ben oui, tu vois, tu l'as trouvé. C'est celui-là, c'est le bon carré. Et sa valeur, c'est racine de 2. Alors, je ne sais pas s'il est allé jusqu'à lui dire que sa valeur, c'était racine de 2, en lui disant que le carré de l'hypoténuse est la somme des autres carrés, des autres côtés. Mais enfin bon, peu importe. Peu importe. En tout cas, Lacan, lui, il nous parle de racine de 2 et il nous dit, eh bien, racine de 2 était là. Hein, racine de 2 était là, même si on dit que, même si on ne le savait pas. C'était déjà là. Bon, c'est des petits exemples comme ça, mais c'est pour vous montrer que la trame du discours, le filigrane du discours est toujours visible et que donc nous, on peut piocher dedans pour aller dire des choses que l'on aurait dialectiquement laissées en suspens, en suspension, dans l'air du temps. Donc je vais effacer ça, mais vous avez compris ce petit schéma là, je pense, hein, c'est pas compliqué hein, quand même. En prenant la valeur de 1, hein, c'est vraiment simple. Hein. Puis en connaissant quand même le théorème hein, de voilà, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça, c'est pas des mathématiques de normal sup, hein, c'est des mathématiques de secondaire, hein, de secondaire. C'est pas complexe. Donc, c'était pour dire que Schreber, dans les suspensions de la dialectique divine et dans ses propres suspensions, il avait la réponse. Et c'est pour ça que Lacan dit dans ce chapitre, quand on a affaire à un malade, à un fou psychotique, et que ce fou psychotique vous dit une certaine quantité de choses, et le reste, il ne vous le dit pas, eh bien, vous pouvez, avec ce qui n'est pas dit, parce que là, il y a quand même des symptômes chez les fous, entre guillemets. Il y a quand même des symptômes là où il n'y a plus ce que l'on voudrait savoir. Hein. Si on a affaire, par exemple, à Schreber, il est complètement délirant dans son dialogue avec Dieu et avec les âmes mortes, voilà, et avec aussi ses persécuteurs, comme vous savez, Fléchig, dont on a parlé plein de fois ici. Et donc, il produit du symptôme, ce pauvre Schreber, sous la forme d'un délire, un délire paranoïaque. Eh bien, ce que dit Lacan, c'est que finalement, avec ce peu de choses que l'on a ici, c'est tout en pointillé ici, parce que ici, il y aurait toute l'histoire du sujet. Ici, il y aurait toute l'histoire du sujet qui pourrait peut-être expliquant comme cause,
la maladie. Mais ce qu'il dit, Lacan, c'est que dans la maladie mentale, dans la maladie psychotique, dans la maladie délirante, dans les maladies délirantes, on ne peut pas retrouver la cause. On ne peut pas remonter. Avec un délirant, on ne peut pas le faire, c'est impossible. Hein. On ne peut pas remonter à la cause. Donc le travail à rebours, il n'est pas tellement payant. Donc ce qu'il dit, c'est que autant travailler avec le matériel final, le matériel terminal, c'est le mot qu'il emploie. Avec le matériel terminal, c'est-à-dire ici. Parce que ça, c'est la chronologie, c'est chronos là. Hein. On avance là dans le temps. Ça, c'est le début ici. Et là, c'est pas la fin, mais c'est une avancée. Et donc, avec ce matériel-là, en pointillé, qui est fait de symptômes, qui est fait de tout un tas de matériel psychotique ou névrotique, cela dépend, mais là, en l'occurrence, c'est psychotique, c'est délirant, paradisiaque, eh bien, on peut très bien arriver, en faisant un travail un peu à rebours, arriver à la cause. Enfin, s'en approcher. Y arriver totalement, non. On ne peut pas. C'est impossible. Mais comprendre quelque chose, on peut. Et il s'en prend beaucoup aux psychiatres, Lacan, dans ce chapitre-là, en disant, les psychiatres, eux, ça les intéresse pas tellement. Ils se disent, mais ce type-là est fou, il raconte que des conneries, il délire, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Rien du tout. Tout ça, c'est en désordre, ce n'est pas ordonné, c'est agaçant, etc. C'est Lacan qui dit ça comme ça. Hein. C'est agaçant, tout ce dérangement-là, ça ne permet pas de bosser. Et il a cette formule-là, qui n'est pas de lui d'ailleurs, qui n'est pas de Lacan, il dit « Les psychiatres voudraient toujours voir les petites chevilles dans les petits trous. » Les petites chevilles dans les petits trous. Autrement dit, que tout soit bien rangé, quoi. Que tout soit bien à sa place, qu'on ne soit plus dans une espèce de bordel ambiant, qu'il n'y ait plus ce que Schreber appelait le désordre universel. Le désordre universel. Et pour ça, il faudrait arriver à mettre les petites chevilles dans les petits trous. Et ça, c'est une formule, vous savez de qui? C'est une formule de Charles Péguy. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Péguy, l'écrivain Charles Péguy. Il est plus tellement lu, honnêtement, maintenant, je crois, hein, qu'il n'y a pas foule à lire Charles Péguy. Parce que, bon, c'était un très bon écrivain, hein, très talentueux, hein, c'est pas la question. Mais peut-être démodé, maintenant, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Je vous dis ça, mais vous en savez sûrement aussi long que moi sur Charles Péguy et sur son caractère, le caractère démodé, peut-être un peu has-been de son style. Les souliers de satin? Pardon? C'est les souliers de satin, non? Ah non, pas du tout. Non. Non, Charles Péguy, son œuvre principale, c'est une œuvre qui s'appelle L'argent. L'argent. Où il parle des gens qui ont beaucoup d'argent, etc., des capitalistes, qui n'aimaient pas, etc., et il leur tire à boulet rouge dessus, etc. Il a écrit beaucoup de poèmes aussi, beaucoup d'essais, mais qui sont essentiellement mystiques. Hein. Au départ, il n'était pas du tout croyant, hein, Charles Péguy. Il était même tout à fait agnostique, il bouffait du curé, en fait, pendant toute la moitié de sa vie. Et puis il est devenu croyant, mais alors avec une ferveur totale, quoi. Hein. Il s'est enfermé là-dedans complètement. Il est devenu fou d'amour pour Dieu, quoi. Hein, Charles Péguy. Et donc c'est dans une de ses œuvres, il paraît que c'est dans une de ses dernières œuvres, mais je ne sais pas laquelle, où il prononce cette phrase-là. On voudrait tous voir les petites chevilles dans les petits trous. Je ne sais pas où. S'il y en a parmi vous qui savent, ils me le diront. Moi, je ne sais pas dans quelle œuvre de Péguy ça se trouve. J'ai essayé de chercher, mais j'ai cherché un petit peu, mais je n'ai pas trouvé. Parce que j'avais pas envie de relire tout Charles Péguy pour trouver cette phrase. Hein. Non. Parce que c'est une œuvre énorme, et puis bon, c'est quand même pas réjouissant, quoi. C'est pas fun. C'est pas fun, Péguy. Hein. Voilà. Ce pauvre Charles Péguy, il est mort au tout début de la guerre 14-18. Hein. Il s'est enrôlé dans l'armée, il était courageux. Hein, il s'est enrôlé comme sous-officier, je crois. Et il est mort instantanément. Il a reçu une balle dans la tête, le premier jour, schlac, allez hop, au revoir. Hein, terminé. Le pauvre homme, en 1914. Donc, oui, c'est ça. Je disais que Lacan cite cela pour dire que les psychiatres et peut-être les psychologues, enfin tous les gens qui s'occupent de la santé mentale, aimeraient bien parfois que les délirants en face remettent eux-mêmes leurs petites chevilles dans leurs petits trous, quoi. Ça les arrangerait qu'on remette de l'ordre dans le désordre universel.
Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et surtout pas avec Schreber. Vous voyez bien que finalement, Schreber, il a passé son existence d'aller d'asile en asile, de psychiatre en psychiatre, enfin, c'était pas des psychiatres, c'était des asilaires, des médecins asilaires. Et donc, tout ça pour un résultat nul. Il est mort à l'asile, Schreber n'est pas guéri du tout. Hein. Il a eu des périodes de rémission, comme je vous l'ai déjà dit, quelquefois assez longues, de plusieurs années, mais il a continué à être fou tout le temps parce qu'il n'y avait pas de traitement. Il n'y avait pas de neuroleptique. Aujourd'hui, un malade comme Schreber, on pourrait le soigner tout à fait. Hein. Peut-être pas à la perfection, je dis pas, mais il y aurait peut-être des choses chez lui qui resteraient discordants ou dissociées, mais globalement, il aurait pu maintenant être amélioré considérablement avec les traitements qu'on a maintenant, hein, comme le Risperdal ou des médicaments comme ça, des médicaments neuroleptiques qui sont assez employés aujourd'hui, que j'emploie moi hein, de temps en temps, y compris avec des enfants, même quelquefois, quand ils sont très mal, délirants, ça arrive. Et donc, mais à l'époque, Schreber, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que l'enfermement. Donc, il était dans des cellules capitonnées où il n'y avait rien du tout, rien. Que les petits bouts de papier qu'on lui laissait, comme je vous l'avais dit, dans lesquels il pouvait écrire ses petites études pour confectionner son livre, les mémoires d'un névropathe. Donc, Lacan nous reparle maintenant un petit peu, justement, toujours dans l'ordre de parler du discours, parce que ce qui l'intéresse, c'est le discours de Schreber quand même. Hein. Il nous parle un petit peu d'un linguiste qui est très connu, qui est mort, hein, mais qui est très connu, qui s'appelait Saussure. Vous devez connaître un petit peu ce nom-là quand même, qu'il est quand même très connu, hein, Saussure. Et je vous avais dit que quand on parlait du signifiant, eh bien, on pouvait dessiner un arbre, par exemple, et que le signifiant, ça pouvait être le mot, ça pouvait être ça, le signifiant, l'arbre. Et puis la signification, le signifié, c'est ça, la signification, c'est le mot arbre. Éventuellement, on pourrait presque inverser la proposition, mais enfin, on peut s'en tenir à ça. Et Saussure, il avait fait un espèce de dessin un peu bizarre, comme ça. Il avait fait un espèce de schéma avec des ondulations comme ça. Des ondulations. Une couche d'ondulation là, supérieure, et une couche d'ondulation inférieure. Voilà ce qu'il nous avait fait, Saussure. Et il avait dit, en haut, alors il avait dit, ça ce sont des flux, un peu comme des fleuves, si vous voulez, quoi, hein, un flux inférieur, un flux supérieur. Ce sont des flux, et en haut, il avait dit, ce sont les concepts. Les concepts. C'est-à-dire, ce sont les significations. Les significations, c'est-à-dire, c'est le travail imaginaire que vous faites, vous, face à un objet pour le désigner. Hein. Pour désigner ça, je dis c'est un micro. Mais quelqu'un pourrait me dire non, c'est autre chose, après tout. Hein. Quelqu'un qui délire, notamment, pourrait me dire non, c'est pas un micro, c'est autre chose. Donc, c'est complexe, la dialectique. Hein. Le signifiant ne rencontre pas toujours le signifié. Mais pour Saussure, oui. Saussure, il faisait des petits traits comme ça. Il découpait ça en rondelles. Et il disait, il y a des unités cohérentes. Il y a des unités cohérentes, comme voilà une unité par exemple. Il y a des unités cohérentes entre le signifiant, la signification ici, et le signifiant en bas, le mot arbre, le son arbre, l'image acoustique arbre, signifiant. Signifiant ici. Il y a des moments où ça se rencontre. C'est-à-dire que ça voudrait dire, par exemple, pour mon exemple arbre, ça veut dire que le dessin de l'arbre rencontre le mot arbre, le son arbre. Et on est d'accord là-dessus. Mais on pourrait ne pas être d'accord. Hein. Vous pourriez me dire que ça ressemble plus à un chou-fleur qu'à un arbre, ou à autre chose, ou à n'importe quoi d'autre, ou à une fleur, hein, et que c'est pas un arbre. Ou vous pourriez me dire même que c'est complètement autre chose, quoi, hein, complètement autre chose. Un délirant me dirait non, il serait pas d'accord avec cette concordance. Et donc, ce que dit Lacan, c'est que il dit, ben, le schéma de Saussure, il n'est pas idiot, hein, d'accord, mais les unités dont il parle,
elles n'existent pas vraiment, les unités dont il parle comme ça, là. Ces unités fiables, fixes, qui permettent de mettre les chevilles dans les petits trous, justement, hein. C'est-à-dire le signifiant dans la signification, ben Lacan dit non, ça fonctionne pas tellement comme ça dans la vie. Le flux, là, les flux sont glissants pour lui. Pour Lacan, les flux supérieurs et inférieurs sont glissants. C'est un peu comme les nappes tectoniques, si vous voulez, dans la Terre. Elles se chevauchent et puis elles glissent parfois l'une sur l'autre, les unes sur les autres en créant des tremblements de terre. Eh bien là, vous avez le flux supérieur qui peut glisser sur le flux inférieur et du coup, les unités de chaussures s'en trouvent décalées. Les unités de chaussures ne fonctionnent plus. Les unités ne fonctionnent plus. Et le signifiant ne rencontre plus la signification. Et Lacan, il est allé très loin là-dedans, hein, parce qu'il a dit quand même un truc qui peut laisser les gens perplexes. Hein. Il avait dit un jour, le signifiant n'a jamais de signification. Wow! Alors là, on était quand même mal, hein, parce qu'on dit, mais alors, quand on parle, on dit toujours n'importe quoi, hein. Il y a jamais, si le signifiant ne rencontre jamais de signification, hein. Alors c'était une espèce d'outrance de langage, hein, parce qu'après, il disait, si quand même, j'exagère, le signifiant rencontre parfois la signification. Voilà, parfois le signifiant rencontre la signification, mais pas toujours. Mais pas toujours. Vous voyez bien, par exemple, quand vous faites des rêves ou des cauchemars et que vous ne les comprenez pas, parce que plein de choses bizarres vous sont apparues dans vos cauchemars, des choses étranges, qui éventuellement vous ont fait peur, ou vous ont rendu triste, quelquefois on se réveille, on est à moitié mélancolique, hein, parce qu'on a rêvé à des choses d'une tristesse épouvantable, et on ne comprend pas. Donc les images acoustiques que l'on a de ce rêve-là ne correspondent pas à des significations fiables, parce qu'on ne les trouve pas. Peut-être qu'en travaillant ça, en psychothérapie notamment, on peut trouver des correspondances, on peut y arriver à trouver du sens. Mais au départ, on est perdu, on est perplexe. On se réveille souvent perplexe. Et pourquoi se réveille-t-on perplexe? Parce que le signifiant ne rencontre pas la signification. Et que les unités saussuriennes, eh bien, elles ne fonctionnent pas tout le temps. Elles ne fonctionnent que rarement. Et quand elles fonctionnent, Lacan avait appelé ça les points de Capiton. Quand elles fonctionnent, quand il y a des rencontres entre le signifiant et le signifié, il avait appelé ça les points de Capiton. Vous savez ce que c'est que les points de Capiton? C'est dans les matelas. C'est dans les matelas. Vous savez, dans les matelas, il y a des espèces de petits bourrelets là qui tiennent le matelas, qui fait qu'il y a des ondulations sur le matelas, qui tiennent le matelas d'un côté à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce d'œilleton d'un côté, un espèce d'œilleton en tissu ou je sais pas quoi. Il y a un fil et hop, ça va de l'autre côté du matelas et ça le tient un peu comme ça. Ça le ferme, si vous voulez, et ce qui donne son aspect un peu bombé comme ça au matelas. Eh ben, c'est des points de rencontre dans le matelas. C'est des points de Capiton. Eh ben, Lacan avait appelé les points de rencontre saussuriens des points de Capiton. Les points de rencontre entre le signifiant et le signifié, la signification, des points de Capiton. Mais il disait, ça n'arrive pas tout le temps. Et chez Schreber, notre patient bien-aimé, eh bien justement, ça lui arrive pas tant que ça, hein, que le signifiant rencontre le signifié. Hein. Il est plus que paumé. Hein. Il est plus que paumé. Quand il dit carrément Dieu ne comprend rien à rien, parce qu'il dit ça à un moment donné hein, sur Dieu, Schreber. Il dit Dieu ne comprend rien à rien, et il dit un truc assez curieux. Il dit oui, alors Dieu, il est tellement bête qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'une locomotive ou une machine à vapeur. Il dit ça. Dans le texte, hein, dans la mémoire d'un névropathe, il dit Dieu est stupide, il ne sait même pas ce que c'est qu'une machine à vapeur ou une locomotive. Alors heureusement, dit-il, heureusement quand même qu'il y a des bonnes âmes mortes qui montent jusqu'à lui de temps en temps dans les voûtes célestes pour aller lui expliquer à Dieu, mais tu sais, Dieu, une locomotive, c'est ça, et puis voilà, et comme ça tu peux comprendre un petit peu ce que c'est qu'une machine à vapeur, c'est ça, tu comprends, hein, voilà. Parce que du temps de Schreber, les locomotives étaient à vapeur, je vous signale, hein, c'était pas électrique, hein, donc c'était un peu logique qu'ils prennent cet exemple-là. Mais Dieu ne comprend rien à rien. Et puis, il pose cette question étrange, il dit ceci, il dit, mais finalement, est-ce que si on demandait à Dieu les chiffres de la loterie, est-ce qu'il pourrait nous les donner? Oh, ouais, une question compliquée, hein, quand même. Hein. Je vais effacer un petit peu. Si on demande à Dieu
est-ce que tu peux me donner les chiffres de la loterie? Alors il répond pas à la question. Il répond pas, il n'a pas la réponse. Il est perplexe par rapport à ça. Mais quand même, il a un semblant de réponse. Mais Lacan, lui, il dit, si on suppose que Dieu connaît les chiffres de la loterie, et que ça serait sympa, parce qu'on pourrait lui demander quels sont les chiffres de l'euro-million de la semaine prochaine, ce serait quand même pas mal si on pouvait le savoir par Dieu, hein, en lui demandant, ce serait sympa. Du coup, mais ça fonctionne pas. Et Lacan nous dit pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Parce que si on veut que Dieu puisse nous répondre à cette question-là, il faut qu'il rentre dans notre discours à nous. Il faut qu'il vienne à notre niveau de discours à nous, humains. Et donc, du coup, Dieu, s'il rentre dans notre discours, eh bien, il est capable, ce que dit Schreber, là, c'est malin, il dit, du coup, Dieu devient capable de perfidie. Dieu devient capable de perfidie à partir du moment où il rentre dans le discours humain. Là, en tant que Dieu, il n'est pas perfide, mais si on lui demande les chiffres de la loterie, il rentre nécessairement dans le discours humain, puisque les chiffres de la loterie, c'est dans le discours humain, c'est pas dans le discours de Dieu. Dieu joue pas à la loterie, a priori, hein. Donc, du coup, il devient capable de perfidie, et donc il ne va pas nous donner les bons chiffres. Il ne va pas nous donner les bons chiffres de l'euro-million. C'est pas possible, ça peut pas fonctionner, hein. Oui, il avait quand même des pensées plutôt curieuses, hein, Chabert, hein. C'était un drôle de bonhomme quand même, hein. Mais intelligent, hein, très subtil, hein, très intelligent, et qui se posait des questions quand même assez marrantes, quoi. Et donc il n'avait pas une grande confiance dans le discours de Dieu, mais en même temps, le discours de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un murmure permanent à ses oreilles, un murmure permanent dont il avait besoin, absolument un besoin crucial. C'était sa structure, si vous voulez, à lui. Ce qui le tenait, ce fou de Schreber, c'était son délire, finalement, par rapport à Dieu. Parce que son délire, le délire de Schreber, c'est essentiellement un délire par rapport à Dieu. C'est pas uniquement ça, mais c'est essentiellement un délire en regard de Dieu, dans un échange pseudo-dialectique avec Dieu. Et donc, ce murmure permanent, comme dit Lacan, qui double le discours de Schreber, ça double le discours de Schreber tout le temps. Comme une espèce d'hallucination, d'ailleurs, c'en est une hallucination, hein. C'est une hallucination permanente qui est là en doublure de son propre du peu de discours qu'il a, Schreber. Je veux dire du discours ordonné, quoi, hein. Il a quand même un certain discours ordonné. Par moment, il est parfaitement clair, hein, Schreber, par moment, à certaines époques de sa vie. Et à d'autres moments, plus du tout. Mais il y a toujours ce murmure de Dieu, et parfois, il est extrêmement triste, Schreber. Parfois, il est extrêmement douloureux, triste, parce que il a peur que le murmure de Dieu s'arrête, que ce murmure stoppe. Et qu'est-ce qui stopperait, qu'est-ce qui s'arrêterait si le murmure de Dieu s'arrêterait? Eh bien, son délire. Son délire s'effondrerait. Et son délire, il en a besoin, Schreber. Son délire lui est absolument essentiel. Si son délire s'évapore, lui aussi s'évapore, si vous voulez. Il est dissous. Schreber est dissous, serait dissous si son discours tombe. C'est sa superstructure, hein. C'est sa superstructure, et donc il en a éminemment besoin. Donc, et c'est pour ça qu'il est finalement, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est tout le temps délirant, Schreber, hein. Parce qu'on peut imaginer que quand il n'est pas délirant du tout, il ne va pas bien. Et d'ailleurs, on le voit, ça, pour faire un peu de clinique, vous savez ce que c'est que la bipolarité, les maniaco-dépressifs, vous avez entendu parler de ça souvent, hein. Eh bien, moi j'en ai rencontré souvent qui me disaient, quand je ne suis pas en phase maniaque, je ne suis pas heureux. Quand je ne suis pas en phase maniaque, je ne suis pas heureux. Autrement dit, quand je ne délire pas de manière maniaque, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'euphorie niaise, parfois, pas toujours niaise, une espèce d'euphorie, une exaltation du discours et des actes aussi d'ailleurs, dangereuse parfois, ben, quand il n'y a plus ça, il y a une espèce d'effondrement mélancolique qui peut advenir, et le patient est douloureux, triste, et
ces périodes euphoriques lui manquent énormément. Énormément. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un SMS d'une patiente qui m'écrit « Mon traitement, ça ne va pas du tout. Elle est bipolaire. » Moi, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais enfin, j'emploie quand même. Elle est bipolaire et donc elle m'a écrit un SMS. C'est moi qui m'occupe de son traitement. Et elle me dit « Docteur Vallée, je suis bien embêté parce que je n'ai plus du tout de phase d'euphorie. Je n'ai plus jamais de phase d'euphorie. » Mais elle ne me dit pas qu'elle est en phase mélancolique, pas du tout. Hein. Elle paraît tout à fait normale, mais ça ne lui va pas d'être normale. Hein. Être normale, elle n'est pas bien. Il lui faut être en phase. Et donc, je lui ai répondu avec douceur, aimablement, par un petit SMS aussi, que peut-être on n'était pas à la recherche du fait qu'elle est pleine, que les phases d'euphorie se succèdent chez elle. Parce que justement, c'était un symptôme majeur de sa bipolarité. Et donc le but, c'était pas qu'elle ait des phases d'euphorie à répétition. En même temps, je ne l'ai pas grondé. Je lui ai pas dit, mais c'est stupide ce que vous me racontez là. Il faut surtout pas que vous ayez des phases d'euphorie. Non, je lui ai pas dit ça. Bien sûr que non. Il n'y a pas un rapport avec le circuit de récompense, la dopamine, non? Pardon? Il n'y a pas un rapport avec la dopamine, le circuit de avec quoi? La dopamine. Si, un rapport avec la dopamine, mais le traitement, c'est pas de la dopamine. Hein. La dopamine, c'est dans le traitement du Parkinson. Dans la dopamine, c'est pas dans le traitement. C'est pas de la dopamine qu'on donne dans la bipolarité hein, comme traitement. Hein. C'est des médicaments qui s'appellent, je peux vous donner les noms, ça vous dira peut-être rien, mais c'est le Lamictal, le Xeroquel, surtout le Xeroquel actuellement. Hein. Le Xeroquel est très à la mode. Il a plus pardon. Et le lithium, alors qui s'appelle le Théralite, le lithium, moi je l'emploie plus parce qu'il est difficile de régulation. Tu veux dire quelque chose? Non. C'est difficile de réguler un traitement au lithium. J'aime pas. Quand je reçois des patients qui l'ont déjà, je leur laisse leur lithium et je surveille, mais c'est très délicat. Il faut surveiller ça comme le lait sur le feu parce que à la moindre déconnade, si je puis dire, à la moindre rupture de traitement ou changement d'habitude, ça peut provoquer des malheurs importants. Alors qu'avec le Xeroquel et le Lamictal, on est quand même un peu plus tranquille, surtout avec le Xeroquel. Chez les gens délirants, le Xeroquel, c'est quand même très efficace. Enfin, je dis ça comme ça en passant, c'est plus un discours de médecin que je vous tiens là comme ça. Et donc là, c'était pour dire qu'effectivement, oui, on recherche pas, évidemment, chez cette dame, je n'ai pas modifié son traitement de façon à ce qu'elle retrouve les euphories passées, du temps passé. Non. J'ai modifié légèrement son traitement pour qu'elle remonte un peu son humeur, mais c'est tout. Et surtout pas qu'elle retrouve l'euphorie. Parce que dans les phases euphoriques, il faut savoir une chose, c'est que les mélancoliques, dans les phases euphoriques, c'est souvent là qu'ils se suicident. Hein. C'est quand ils sont dans une forme de toute puissance, quasi divine, comme Schreiber, et ben c'est là qu'ils se foutent en l'air. Donc on essaye de faire attention à ne pas atteindre ces sommets-là de la montagne, ces pics, parce que ça peut être fatal finalement, pas heureux du tout. Et donc par rapport au discours, Lacan, il parle du signifiant, c'est-à-dire ce qui a priori n'a pas de, tiens, ça c'est à moitié pété, bon, pas grave, du signifiant, donc quelque chose qui a priori n'a pas de signification, on peut lui mettre un point d'interrogation, un symbole, quoi, un symbole, si vous voulez, un symbole qui n'a pas trouvé son âme sœur de signification, éventuellement. Et il dit, Lacan, c'est le signifiant qui provoque les symptômes. C'est curieux comme histoire, hein, ça, c'est curieux comme truc. Mais je vais vous dire pourquoi il dit ça. C'est le signifiant qui provoque les symptômes. Ben oui, parce qu'en fait, si vous voulez, la chaîne signifiante qui est faite de S1, S2, je vous l'ai déjà dessiné plein de fois, S4, à l'infini comme ça, l'infini d'un côté, l'infini de l'autre, eh bien c'est ça qui nous détermine, puisqu'on est obligé d'aller prendre dans cette chaîne les mots qui nous conviennent pour parler avec les autres, avec l'autre, ou pour parler avec nous-mêmes, si on fait des monologues. Donc, eh bien ces signifiants-là, si on est asservi, si vous voulez, si on est assujetti à ce qu'ils soient là pour qu'on puisse puiser dans leur stock les mots dont nous avons besoin quand nous sommes tout petits, notamment quand nous sommes bébés, papa, maman, pour commencer,
Ça veut dire que ces signifiants nous déterminent. Le signifiant nous détermine. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Quand on lit le texte lacanien, on comprend rien à ces histoires de détermination, alors que c'est simple. C'est simple. Le signifiant nous détermine parce qu'on est obligé d'aller vers lui pour trouver notre substance dialectique. On n'a pas le choix. Il nous détermine. Et il va plus loin que ça, là, quand il dit, il nous surdétermine. C'est pire que d'être déterminé. Il nous surdétermine. Il nous surdétermine, le signifiant. Et comme le signifiant nous surdétermine, eh bien, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque entre nous, entre ce qu'on pourrait appeler notre moi, hein, dont on ne sait pas trop ce que c'est, mais enfin ça existe le moi quand même. Hein. Entre le moi et le signifiant, il y a des conflits. Il y a des conflits, voilà. Il y a des conflits parce que nous ne sommes pas contents d'être assujettis, asservis au signifiant. Ça ne nous plaît pas, ce qui est normal, hein. Ça ne nous plaît pas. Et donc, cette opposition-là, ces conflits entre nous et tous les symboles, ce conflit permanent, hein, que l'on ait 1 an ou qu'on ait 90 ans ou 102 ans, et c'est pareil, ça continue tout le temps, c'est ça qui provoque les symptômes. C'est un peu simplifié comme je dis ça comme ça, mais c'est ça quand même ce qu'il dit, hein. C'est ça qu'il dit, hein. Et donc ce conflit-là, le conflit, d'où symptômes. Symptômes ça peut être l'angoisse par exemple, hein, l'angoisse. L'angoisse, parce que justement, on a du mal à trouver la signification de quelque chose. On a du mal à, par exemple, il y a quelque chose dont vous ne pouvez pas trouver la signification, c'est la mort. Essayez de trouver la signification de la mort, vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez dire c'est la fin de la vie, hein, bien sûr, hein, oui, mais ça vous arrangera pas tellement. Ça vous dira pas ce que c'est que la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? Moi, j'en sais rien. Si vous, vous savez, vous me le direz, mais moi, je ne sais pas ce que c'est que la mort. Je ne sais pas ce que c'est que mourir, j'en sais absolument rien. Peut-être qu'en mourant, on le sait, mais pardon. Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut considérer que la poésie peut être un moyen justement d'apaiser ce conflit, Ah oui, de tout à fait. dépasser? Ah oui. Ça, c'est une très bonne remarque, hein. Et dans un chapitre précédent, je vous en avais parlé d'ailleurs, parce que Lacan en parle justement de ça. Vous rappelez peut-être de ça, hein, de ce que Lacan disait. Hein. Il disait, mais regardez plutôt les poètes. Eux, au moins, ils savent quelque chose de l'ordre de la vérité, etc. Parce qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas coincés, ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas dans une formule saussurienne, justement. Hein. Ils ne sont pas dans une linguistique saussurienne. Et votre remarque est tout à fait pertinente. Hein. La poésie, effectivement, se libère pas totalement de ça, parce qu'elle ne peut pas. Mais effectivement, elle donne une espèce d'aisance, des ailes, une aération à la dialectique qui peut être pesante autrement, et même sur la question de la mort d'ailleurs. Hein. Même sur la question de la mort, il peut y avoir des poèmes qui soient très beaux et qui nous aident énormément à accepter cette finalité de notre être, hein, la fin de notre être. Hein. Françoise Dolto, pour les enfants, Françoise Dolto, elle a une formule qui était géniale, hein, et moi qui me sert tout le temps. Heureusement qu'elle a eu cette formule-là, parce que j'ai souvent, moi, à annoncer à des enfants que je reçois en consultation la mort de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de leur famille. Quelquefois, c'est un de leurs parents. Et donc, quand ils sont petits, le parent qui reste n'ose pas le dire. Ils viennent me voir en disant, mais on n'a pas osé lui dire qu'il était mort, on a dit qu'il était parti au paradis, ou parti en voyage, ou parti se reposer quelque part, etc. Mais on ne sait pas comment lui dire. Et Françoise Dolto, c'était pas de la poésie, mais presque, elle avait dit, mais il suffit de dire à l'enfant, ton papa, par exemple, a arrêté de vivre. Voilà la formule qu'elle employait. A arrêté de vivre. Et ça, les enfants, même tout petits, ils comprennent parfaitement cette formule-là. C'est miraculeux. Hein. Si vous leur dites, mais ton papa est mort, hein, ils ne comprennent pas ça. Ça ne leur dit rien. S'ils ont 2-3 ans, ils ne comprennent absolument pas ce que ça veut dire. Ça génère chez eux de l'angoisse. Hein. Alors que si vous dites à un petit de 2-3 ans, ton papa a arrêté de vivre parce qu'il était très malade, il a arrêté de vivre, ben ça, ils comprennent parfaitement. Ils l'intègrent, et du coup, le travail de deuil peut se faire et commencer chez eux. Vous voyez, c'est de la poésie, hein, chez Françoise Dolto, là, un peu, hein, cette histoire de dire arrêter de vivre. Oui, pardon? Tu peux prendre le micro, Simon? Merci. Ouais, c'est un peu dans le même ordre d'idée. C'est avec un enfant, pareil, comment lui parler. Vous disiez la mort,
comment, pas forcément la mort concrète d'un membre de la famille, mais en général, pourquoi on va mourir, enfin, il n'y a pas de raison, mais comment vous faites pour parler de ça avec un enfant, par exemple? Je sais pas comment on pourrait dire, mettre de la signification sur cette espèce de trou qui est... Je donne pas de signification particulière. Ok. Je reprends toujours la formule de Fossa Dolto, c'est-à-dire que je dis si quelqu'un est malade, par exemple, si Ouais. quelqu'un meurt de maladie, je dis si ta maman était tellement malade qu'elle a arrêté de vivre, elle ne pouvait pas continuer de vivre parce que sa maladie était trop forte. Je dis des choses aussi simples que ça. Ouais, ouais. Hein. Mais si l'enfant il dit, et moi, est-ce que je vais mourir un jour? Ah oui, ben oui, je leur réponds oui. Je leur réponds oui. Hmm. Un jour tu arrêteras de vivre, mais c'est quand tu seras très vieux, dans très longtemps. Voilà. Je dis des choses aussi simples que ça. Et ça, c'est très bien accepté. Ça paraît peut-être niais, hein, mais ça l'est pas. Hmm. Les enfants acceptent ce discours-là et l'intègrent, et après, ils posent pas, ils sont plus gênés avec ça. Alors que si vous leur racontez que le grand-père est parti aux Bahamas se reposer alors qu'il est mort, eh bien, ça ne le fait pas du tout, hein. Parce que là, le mensonge, ils le savent qu'il y a un mensonge là. Ils le savent, ils vont pas bien. Ils ont des troubles du comportement, ils sont angoissés, ils sont tristes, et c'est parce qu'il y a eu un mensonge. Et les mensonges ne marchent pas avec les enfants. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Il ne faut pas mentir. Donc, alors, après, on ne peut pas en vouloir aux parents parfois d'être un peu maladroits par rapport à ça, parce que c'est compliqué quand même. Hein. C'est bien pour ça qu'ils viennent nous voir aussi, pour nous demander un peu d'aide, hein, pour qu'on énonce, on fasse l'énonciation de choses un peu pénibles. L'autre jour, j'ai eu à faire l'énoncé d'un père qui était en prison. Donc, c'est pareil, ils avaient dit il avait dit au petit garçon qu'il était en vacances. Bon, alors, vu que le père avait fait des conneries monumentales, l'enfant, il avait 3-4 ans, pas plus, hein, il se disait quand même, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Parce que s'il est en vacances, pourquoi il ne revient pas? Parce que ça faisait des mois qu'il était en vacances. Donc il demandait à sa maman, mais pourquoi il ne revient pas? Ah, mais j'ai des grandes vacances très longues, hein, tu sais, c'est long ces vacances-là. Oh, j'ai pris la maman à part, puis j'ai dit, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, parce que là, votre enfant, il va de plus en plus mal. Il faut lui dire la réalité, quoi. Mais je dis, elle me dit, mais on ne peut pas dire ça à un enfant. Mais je dis, si, il n'y a aucun problème, on peut lui dire. Hein. Et donc j'ai dit à l'enfant, voilà, j'ai dit, c'est chose de très simple, j'ai dit, écoute, ton papa, c'est les petits, je dis, les petits, tu sais, les petits comme toi, souvent ils font des bêtises. Et quand ils font des bêtises, les petits, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les met au coin. Hein, on les met au coin, on leur dit, tu vas au coin, voilà. C'est un peu métaphorique, mais ils comprennent très bien. On les met au coin dans une classe un petit peu de temps, et ils restent un petit peu de temps au coin. Et après, quand ils sont restés un certain temps au coin, on les fait revenir. On leur dit, ta punition est finie. Eh bien, je dis, chez les grands, c'est pareil. Quand les grands font des bêtises, on les met au coin. Alors, le coin, ça s'appelle la prison. Hein. Et ton papa, il a fait des bêtises, et donc, il a été puni, et il a été mis en prison pour un certain temps. Il n'est pas en vacances, il est en prison parce qu'il a été puni. Mais quand il aura fini sa punition, il reviendra et tu retrouveras ton papa. Voilà. C'est tout bête, hein. Et là, du coup, l'enfant allait beaucoup mieux. Hein. On aurait pu, si on avait travaillé comme psychiatre borné, lui mettre un traitement anxiolytique, antidépresseur, etc., parce qu'on peut même en donner aux petits. Hein. Et donc, voilà, puis on aurait amélioré un peu les choses, mais ça aurait été une espèce de bidouillage chimique minable. Alors que là, l'enfant a parfaitement compris tout de suite ce que je disais. La compréhension est immédiate. Hein, et le mieux-être de l'enfant est quasiment instantané. Quoi. Les troubles du comportement cessent. C'est très spectaculaire. Hein. C'est quoi comme genre de trouble de comportement? Pardon? Qu'est-ce que c'est comme genre de... Ouais, la plupart du temps, c'est de l'instabilité. Une très grande instabilité. Avec beaucoup d'angoisse sous-jacente. Hein. Et c'est presque toujours de l'instabilité. L'enfant est très mobile, il n'arrête pas de bouger, il est turbulent, il est même casse-pied. Les parents disent il est insupportable, insupportable, on peut pas le gérer, on en a ras-le-bol, on a beau le punir, ça sert à rien, etc. Et c'est souvent dans des configurations comme celle-là, hein, où il y a eu un non-dit, ou une espèce de mensonge, un gentil mensonge, je dirais, quoi, hein, un mensonge qui veut du bien, mais qui finalement ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas le mensonge avec les enfants, ça fonctionne pas. Hein. Donc, il faut pas, et les grosses métaphores non plus. Donc, il faut parler vrai, mais avec des mots adaptés, à l'enfant. Il faut pas dire à l'enfant, ton père est mort dans d'atroces souffrances en se pendant à une poutre dans son gars. Non, parce que ça arrive, ça. Mais on évite de raconter tous les détails quand même. On va pas jusque là. Hein, on dit. Alors oui, justement, par rapport au suicide, comme on dit à un enfant, dans le père ou la mère s'est suicidée, par exemple, hein, et ben, ça c'est important parce qu'il y a ça arrive quand même assez souvent. Hein. Moi, ça m'est arrivé assez souvent d'avoir des consultations. On me demandait, mais on peut pas le dire à notre enfant parce que c'est un suicide. Mais je dis si, on peut lui dire.
On peut lui dire, mais on n'emploie pas le mot suicide. On dit, on reprend la formule de Françoise Dolto et on dit, ta maman, par exemple, ou ton grand-père, a arrêté de vivre parce qu'il n'avait plus envie de vivre. Parce qu'il n'avait plus envie de vivre. Vous voyez, ça paraît niais, hein, mais c'est pas niais du tout, c'est très subtil. Hein. Il n'avait plus envie de vivre. Et je rajoute après, tu sais, il arrive que parfois, même des grands, eh bien, ils n'ont plus envie de vivre, alors ils arrêtent de vivre. Hein, voilà. Ils décident d'arrêter de vivre. Voilà. Oui, pardon? Oui, oui, pardon. On n'a pas justement chez les enfants qui n'ont pas encore constitué. Moi, je suis professeure des écoles, donc je parle un peu en connaissance de cause, mais Oui. les enfants n'ayant pas encore constitué cette correspondance entre signifiant et signifié, est-ce que justement, en leur forçant la main quelque part, en faisant correspondre quelque chose qui ne veut rien dire pour eux, parce qu'ils n'ont pas la réalité, il y a production de symptômes. Donc, ça ne voudrait pas dire que Saussure, justement, a raison quand même dans le fait qu'il y a cette correspondance qui appartient au langage, au fonctionnement normal du langage. Et que, en même temps, Lacan n'a pas tort en disant que cette absence de correspondance, il y a une correspondance là qui est presque sociale. C'est une société qui, le mot suicide, par exemple, un enfant, ça ne veut absolument rien dire, donc il y a une violence qui Oui, arrive. tout à fait, tout à fait. Et donc, les deux peuvent Mais vous avez s'entendre raison. là. Oui, vous avez raison. Finalement, quand je dis à des parents, un tel a arrêté de vivre parce qu'il n'avait plus envie de vivre, je fais coïncider le signifiant et le signifié, effectivement, oui. Mais avec des mots adaptés. Là est toute la nuance. Avec des mots adaptés qui ne sont pas métaphoriques d'ailleurs. Hein. C'est pas des métaphores. Un métaphore, ça veut dire que ce serait un déplacement. Donc ce serait malheureux. Non, non, c'est effectivement, oui, vous avez raison. Là, on dit la vérité. Et la vérité, effectivement, c'est souvent de faire coïncider les unités saussuriennes. Oui, effectivement, oui, vous avez raison. Oui, c'est pas faux votre remarque. Hein. C'est même subtil. Enfin, en tout cas, c'était pour dire que le signifiant nous embête, nous taquine tout le temps parce que ben on est en conflit avec lui, on n'est pas forcément d'accord, etc. Et il faut s'en arranger. On n'a pas le choix, quoi. C'est notre destinée humaine que d'avoir affaire à ça jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Mais qu'on s'en arrange avec les enfants, notamment pour leur parler d'une manière particulière, pour qu'ils comprennent certaines choses, qu'ils intègrent certaines choses, pour pouvoir notamment faire des deuils, parce que c'est surtout ça le problème, hein, c'est faire des deuils. Hein. Ou bien alors accepter certaines frustrations aussi. Accepter certaines frustrations. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des intolérances majeures à la frustration, et bien c'est du même ordre, ce que l'on fait par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre dans ce chapitre Lacan? Oui, alors, il nous parle, c'est ça, il nous parle. Oui, heureusement que je regarde mes notes parce que sinon j'aurais oublié de vous en parler quand même. Je vais vous en parler un petit peu. Et ça sera un peu la fin de l'intervention d'aujourd'hui, parce qu'après je vous lirai un tout petit texte de Freud, une lettre de Freud, où il n'est pas d'ailleurs dans sur son meilleur jour. Enfin, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Lacan, dans ce chapitre, reprend l'exemple d'une malade qu'il a présentée. Parce que vous savez que Lacan il était pas psychiatre, vraiment, il était neurologue. Et il était neurologue, mais parce que quand il a fait sa médecine, je l'ai déjà dit 1000 fois, la spécialité de psychiatrie n'existait pas encore. Donc il était neurologue et médecin légiste. C'est bizarre, hein, on pense toujours qu'il. Et donc après, il est devenu une psychiatre par la force des choses, mais il a surtout pratiqué la psychanalyse quand même. Enfin, il a pratiqué la psychiatrie pendant très longtemps à Sainte-Anne, à l'hôpital Sainte-Anne. Hein. Et donc, à l'hôpital Sainte-Anne, il faisait des présentations de malades. Voilà. Le vendredi. C'était toujours le vendredi. C'était très couru. Hein. Il y avait énormément de monde qui venait aux présentations de malades de Lacan parce que c'était vraiment le grand spectacle. Voilà, hein, le grand spectacle des présentations de malades. Et il y a une malade dont il parle dans ce chapitre-là et qui est très connue. Et il en parle dans un autre chapitre qu'on n'a pas fait. Parce que vous savez, dans ce séminaire, il est très imposant et je ne peux pas faire tous les chapitres en 10 séances. C'est impossible. Puis d'ailleurs, ça ne serait pas heureux parce que vous finiriez par vous ennuyer, je pense, à la limite, hein, vous endormir, à être somnolent. Donc, j'ai fait des coupes sombres et il y a un chapitre qui s'appelle « Je viens de chez le charcutier ». Un drôle de titre, hein. « Je viens de chez le charcutier ». Je viens de chez le charcutier. Il y a un chapitre entier qui s'appelle comme ça. Et je ne l'ai pas fait. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que ça aurait été dommage de passer 1h15 là-dessus.
Seulement le problème, c'est que dans le chapitre présent, celui d'aujourd'hui, il en parle de Je viens de chez Charcutier. Donc on est un peu emmerdé parce que moi je sais ce que c'est, hein, bien sûr, je sais à quoi ça renvoie, mais pour vous, si vous avez lu le chapitre, vous avez dû vous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de Je viens de chez Charcutier qui nous sort tout d'un coup là comme ça, parce qu'il n'explique rien. Hein. Il n'explique rien, il reparle de cette dame qui dit ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer en 3 mots. C'est une dame, une femme qui vit avec sa mère, elles vivent toutes les deux, et elles ont toutes les deux un délire, ce qu'on appelle un délire à deux. C'est-à-dire qu'elles délirent ensemble. Tout simplement, elles délirent ensemble, un délire à deux. C'est un terme qu'on n'emploie plus tellement, mais on l'a employé beaucoup à une certaine époque, dans les années 60, 50, 70. Le délire à deux, c'était assez à la mode. Ça doit exister toujours d'ailleurs, mais enfin, c'est plus tellement dans la nomenclature psychiatrique actuelle. Mais enfin, Lacan, on parle comme ça, parce que Lacan, c'était quand même un psychiatre un peu d'autrefois, d'une certaine façon. Et donc, c'est pas très lointain, mais enfin, c'est quand même pas non plus d'aujourd'hui. Et donc, cette femme et cette mère, alors la femme ici, donc la fille de la mère, eh bien, elle avait quitté son mari, c'est ça, elle avait quitté son mari, quitte son mari, et elle était persuadée que son mari était malfaisant, donc c'est pour ça qu'elle l'a quitté, qu'il était dangereux, malfaisant, nocif pour elle, qu'il pouvait même la tuer, et surtout elle pensait que sa belle famille, c'est-à-dire les parents de son mari, pouvaient la dépecer, que si elle les côtoyait de trop, elle serait dépecée comme on est dépecé chez le charcutier. Hein. Donc elle pensait à ça, être dépecée. Elle était un peu obsédée par cette histoire-là, c'était une grande angoisse pour elle d'être dépecée. Angoisse plus. Et donc, alors, elle est tout le temps délirante, cette pauvre femme, elle est internée à Sainte-Anne, et elle a un délire tellement bizarre avec cette histoire de je viens de chez Charcutier et tout ça, que tous les médecins qui passent par là, les internes, ça, en font la présentation. Alors, elle en a un peu marre d'être présentée comme patiente, comme malade. Et Lacan le dit dans le chapitre, hein, il dit, on a beau être psychotique, on peut en avoir assez d'être présenté comme ça à des étudiants, à des internes ou à d'autres médecins. On peut en avoir assez, même si on est psychotique, d'être présenté régulièrement le vendredi. Il dit, mais enfin, je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même parce que le travail qui a été fait autour d'elle ne me paraît pas abouti. Le sens de ce qu'elle prononce, de ce qu'elle dit, ça ne paraît pas avoir été exploité de manière subtile. Donc, je l'ai représenté, même si elle en avait ras-le-bol. Et effectivement, elle en avait ras-le-bol puisqu'elle ne répondait pas tellement aux questions de Lacan. Mais Lacan était malin, très très malin. Hein. Et donc, il y a un moment donné, Lacan lui dit rien, et il lui pose des questions assez anodines, mais des questions suffisamment subtiles pour qu'elle sorte cette phrase-là, « Je viens de chez le charcutier ». Démerdez-vous avec ça, hein. Démerdez-vous avec ça quand vous n'êtes pas Lacan. Hein. Je viens de chez le charcutier, c'est pas évident. Hein. Et donc Lacan, il réfléchit pas tellement longtemps parce qu'il était malin, et il lui dit « cochon ». Il lui dit ça textuellement. Mais ça, c'est vrai, hein, parce que ça, ce sont des choses qui sont notées. Hein. Les présentations de malades étaient notées, enregistrées et tout. Donc, c'est pas comme certaines observations de Freud qui sont complètement, qui ont été chamboulées, transformées, remaniées, etc., dont on ne sait plus trop où elles vont, ce qu'elles sont. Les présentations de malades de Lacan, c'est strictement comme ça que ça s'est passé. Hein. On le sait. Donc, Lacan, malin, lui dit cochon. Et elle acquiesce. Elle dit, d'une certaine façon, pour dire à Lacan, oui, vous êtes dans le vrai, quoi. Oui, il s'agit bien de ça. Et il continue, Lacan, à l'interroger, à parler de porc, de cochon, etc. Et elle finit par dire, il finit par lui demander, mais est-ce que vous avez entendu quelque chose? Qu'est-ce que vous entendez parfois? Et au bout d'un certain temps, ça met du temps quand même, hein, elle lui dit, il y a un monsieur qui habite sur notre palier, le palier de ma maman et moi. Il y a un monsieur qui est mal poli, qui est grossier, qui est agressif, et qui m'a dit « truie ». Truie. Donc on reste bien dans le cochon, hein. Il n'y a pas de doute. Il m'a dit « truie ». Et alors, en fait, en l'interrogeant plus avant, il n'avait pas beaucoup de matériel, mais
Et ça lui a suffi, le peu qu'il a pu en sortir. En l'interrogeant, il a pu comprendre en fait que truie chez elle, c'était pas quelque chose que le monsieur lui avait dit. Il a fini par le comprendre. C'était pas quelque chose que le monsieur lui avait dit, c'était une hallucination. Le mot truie. Et ça, personne avant Lacan, pourtant elle avait été multi-présentée par d'autres médecins, ou des internes aussi, et jamais personne n'avait compris ça. Que le mot truie, qu'elle avait dans la tête presque tout le temps, parce qu'elle pensait que chaque fois qu'elle rencontrait ce voisin, il lui disait truie, et en fait, c'était une hallucination qu'elle entendait, y compris hors de la rencontre avec le voisin en question, le mot truie. C'était une hallucination et donc c'était extrêmement pénible pour elle parce que ça la renvoyait à l'idée que, eh bien, elle pouvait être dépecée. Alors, par rapport au mécanisme de ça, si vous voulez, parce que c'est ça qui nous intéresse un petit peu, chez cette malade-là. Chez cette malade-là, on pourrait reprendre le schéma de Freud, du trauma, dont j'ai parlé avec Alain tout à l'heure, le schéma du trauma. Vous savez, Freud disait, chez les gens qui vont mal, qui sont névrotiques, qui sont ou bien voire délirants, ils ont toujours subi un trauma dans la petite enfance. Trauma sexuel pour Freud la plupart du temps, soit qu'ils aient été eux-mêmes agressés sexuellement, soit qu'ils aient vu une scène qui les a traumatisés. Et donc cette première scène-là, cette scène primaire, elle est tellement traumatisante qu'elle est refoulée. Elle est refoulée. Mais gravement, elle est déniée. Elle est plus que refoulée, elle est déniée. Elle n'existe plus. Et pour la dénier complètement, la personne, le patient, souvent jeune, va mettre devant un souvenir écran. Je vous ai déjà expliqué ça, hein, vous vous rappelez, à propos de Katharina, le cas Katharina dans la montagne. Un souvenir écran, mais ça, le souvenir écran ne suffit pas. Le souvenir écran ne suffit pas à ce qu'il n'y ait pas de problème. Ça serait bien, hein, si on avait, chaque fois qu'on avait un souvenir, un refoulement un peu pénible, de quelque chose de pénible, on mettait un souvenir écran qui venait qu'on allait bien avec le souvenir écran, ça serait top, hein. Mais ça fonctionne pas comme ça. Et donc, du coup, le trauma, il transperce, si vous voulez, tout ça, et il vient faire du symptôme. Il vient faire du symptôme. Voilà, il vient faire du symptôme. Et donc, le symptôme, ça peut être du délire, ou ça peut être de la névrose. Ça peut être de la névrose. Et ce schéma, Freud l'a rejeté. Vous vous rappelez, je vous ai lu la dernière fois la lettre de 1887, de septembre 1887, qu'il écrit à Wilhelm Fils pour lui dire, tu sais, je suis très triste, il faut que je te confie un grand secret, j'ai abandonné ma neurotica. Sa neurotica, c'était ça. La neurotica, c'était ça, entre autres. C'est pas que ça, mais c'était ça, surtout ça. Il l'a abandonné et tout à l'heure, Alain me rappelait, le docteur Val, qui est présent ici, là, me rappelait que certains médecins encore utilisent ce schéma-là, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que moi aussi, j'en connais aussi, qui l'utilisent encore. Beaucoup de gens, bizarrement, utilisent un truc que Freud a abandonné. Hein, parce que Freud disait de ça marche pas, ça fonctionne pas, ça mène toujours à des échecs, etc. Je peux pas continuer comme ça. Comme l'hypnose, d'ailleurs, vous vous rappelez, il disait de l'hypnose, ça sert à rien, ça fait que le patient, il est un peu mieux quelque temps, mais après, ça marche pas. Mais ça le rendait triste, hein, il était très, très affecté par ça, parce qu'il avait travaillé comme ça pendant des années quand même. Hein. Donc il y a du symptôme, il y a un délire, etc. Alors, si on reprend l'exemple de cette dame qui dit « je viens de chez le charcutier » et qui a une hallucination truie, eh bien Lacan dit l'hallucination, elle est première, elle est là. Elle est là. C'est le trauma initial, si vous voulez, l'hallucination. Elle est ancrée là, chez la dame en question. Et le « je viens de chez le charcutier », c'est le symptôme, si vous voulez, parce que c'est ça qu'elle a dit en premier. Hein. Elle n'a pas dit truie en premier. Je viens de chez le charcutier. Sous-entendu, j'ai l'angoisse d'être dépecé. J'ai une grande angoisse d'être dépecé par ma belle famille, par mon ex-belle famille. Vous voyez un peu le mécanisme? C'est pas si complexe, hein? Alors, si vous allez voir sur Internet
les explications que certains donnent de Julien de Charcutier, il y en a qui sont beaucoup plus fous que la dame de Julien de Charcutier, hein, qui font des interprétations mais complètement délirantes. Hein, parce que Lacan, il en fait une explication contenue, limitée, qui est saine, qui est cohérente, qui est costaud. Hein, et puis il ne va pas débloquer après. Hein. Mais il y en a qui font du sur-Lacan sur Internet, qui sont complètement à la masse hein, sur cette histoire de Julien Charcutier, et qui déballent leur propre thèse, alors avec le vocable lacanien, parce que ça fait chic de parler comme Lacan, et de façon à ce que personne ne comprenne rien. Ça fait très chic. Et donc, ils émettent des thèses, mais alors hallucinantes, c'est le cas de le dire, Charcutier. Donc, vous pouvez aller les voir pour rigoler, hein, mais ça n'a aucun intérêt. Hein. On peut s'en tenir à Freud et à Lacan, et c'est du costaud, c'est du solide. Hein, c'est du solide. Donc, ce que dit Lacan, c'est que l'hallucination chez le délirant, l'hallucination est première. Voilà. L'hallucination est première. Elle n'est pas ici, elle n'est pas au bout. Elle n'est pas au bout, si vous voulez, de l'évocation du patient, elle n'est pas à l'évocation actuelle, elle n'est pas dans l'évocation actuelle du patient quand vous le recevez. Hein. Le mot truie n'est pas là. D'ailleurs, Lacan a eu du mal à ce qu'elle dise truie. Elle a dit truie à la fin. Elle a dit Julien Charcutier bien avant. Il a mis beaucoup de temps à ce qu'elle dise truie. Hein, parce que ça, elle ne pouvait pas. Parce qu'il y avait plein d'écrans devant truie. Il y avait plein d'écrans devant truie. C'était pas possible. C'était trop douloureux pour elle de dire ça. Hein. Et ça renvoie à cette idée que, effectivement, l'hallucination truie est primaire chez cette dame. Et chez d'autres, ça aurait été pareil. Hein. Et Je viens de chez Charcutier est une évocation symptomatique de la crainte d'être dépecé qui se rattache à l'ancien, si je puis dire, à ce qui est caché derrière, à l'ancien truie qui est ici. L'ancien truie qui est ici. Donc, tout ça pour dire que on peut très bien partir de la phase terminale qui est Je viens de chez Charcutier pour retourner à la phase primaire et comprendre un peu de ce qui se passe. Pas comprendre complètement, mais comprendre un peu ce qui se passe. C'est ça que veut dire Lacan. Hein. Un travail d'un psychothérapeute, ça consiste à dire, parce que beaucoup de psychothérapeutes disent, il faut tout de suite qu'on cherche la cause. Vous voyez? Il faut chercher la cause tout de suite. Ce qui se passe en ce moment, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est chercher la cause, on va la trouver. On va la déraciner comme on arrache une plante, on va trouver la racine, si vous voulez, quoi. Hein. Mais non, Lacan dit non, ça c'est stupide. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut partir du matériel que l'on a. Il faut partir du matériel que nous donne le psychotique, le matériel que nous donne Schreiber, tout de suite, son discours avec Dieu, etc., et remonter jusqu'à la source. La source supposée, qui dans le cas présent de cette femme, est truie, hein, qui est dans son inconscient, tout à fait caché dans les tréfonds, dans les bas-fonds de son inconscient. Et donc, on peut faire un travail en remontant le temps, et non pas en cherchant absolument la cause dans Je viens de chez Charcutier, parce que Je viens de chez Charcutier ne donne pas la cause. Il faut travailler. Et c'est ce qu'il a fait dans sa présentation de malade. Et donc, il en parle dans ce chapitre-là, et c'est pour ça que je vous explique que il y a tout un chapitre là-dessus, plus le chapitre là. Mais cette explication, je vous l'ai fait, je me suis aidé du schéma de Freud. Lacan ne reprend pas ce schéma-là. Ça, c'est moi qui fais ça, pour que vous puissiez imager un peu de manière un peu métaphorique cette affaire-là, et je pense que c'est tout à fait correct d'écrire ça comme ça. Hein. Parce que on peut écrire, il y a un schéma qui s'appelle le schéma L de chez Lacan, mais j'ai pas le temps de vous l'expliquer, puis c'est pas forcément indispensable aujourd'hui. Si on a le temps un jour, on le fera, parce que Lacan se sert de schéma-là. Mais avec ce schéma-là, ça va, c'est bon. Hein. Et on a compris, Je viens de chez Charcutier, on connaît l'histoire, et on n'a pas à s'en faire plus que ça. Donc, avant que ça termine, je vais vous lire un petit bout de lettre. Je vous avais raconté que Freud avait eu des ratés, des manques, des difficultés par rapport à certaines patientes, et que ça s'était très mal passé, notamment pour une qui s'appelait Emma Eckstein. Et que dans Naissance de la psychanalyse, qui est sa correspondance avec Wilhelm Fliess, le chirurgien ORL fou, eh bien, il en parle d'Emma Eckstein, sauf que toutes les lettres qui concernent Emma Eckstein ont été extraites, soutirées par sa fille Anna Freud, par Ernest Jones et puis par Marie Bonaparte, qui les ont enlevées en disant ça va faire un tort énorme à Freud parce que ça ne le met pas sous un bon jour et donc il faut qu'on enlève ces lettres-là.
Mais malheureusement pour eux, dans ce gros bouquin qui s'appelle Lettres à Wilhelm Fliess, eh ben, elles y sont toutes, parce qu'on les a toutes retrouvées, comme je vous l'avais expliqué, à la bibliothèque de Washington, qui est la plus grande bibliothèque du monde. Elles étaient là. Hein, et donc, on les a toutes, et elles ont été rassemblées au grand désespoir de certains freudiens qui auraient préféré qu'elles ne sortent pas. Mais bon, elles sont sorties. Et donc, il a eu cette patiente qui s'appelait Emma Eckstein, qui était une jeune fille, une viennoise, qui avait des symptômes hystériques. Bon, voilà, c'était pas dramatique, mais enfin bon, elle était quand même pas très en forme, quoi. Et donc, Freud, dans un moment un peu d'égarement, s'était dit, je vais l'envoyer à mon ami Wilhelm Fliess, qui est chirurgien ORL et qui a une théorie, ma foi, après tout, pourquoi pas. Il dit que l'hystérie, c'est à cause des cornets postérieurs du nez. Voilà. Donc, c'était quand même vraiment un truc de dingue, quoi. Hein. Et donc, il avait demandé à Fliess, est-ce que tu pourrais pas lui enlever ses cornets postérieurs du nez? Puisqu'après tout, je te fais confiance, mon cher Wilhelm. Parce qu'il était un peu amoureux de Wilhelm. Donc, il y avait une espèce de transfert amoureux de Freud vers Wilhelm Fliess, qui lui a fait ne pas voir les choses, quoi, à Freud. Il a été aveuglé par son transfert, par cette espèce d'amour et de confiance absolue en Fliess. Hein. Lui a donné une espèce de cécité vis-à-vis des incompétences de Wilhelm Fliess. Et donc, il a confié, en toute confiance, justement, à Wilhelm Fliess, Emma Eckstein, en lui disant, bah, tiens, opère-la. Il l'a opérée, ça a été une catastrophe, comme je l'ai dit la dernière fois, et donc elle s'est retrouvée dans un état épouvantable. Il a fallu la rapatrier à Vienne, dans un appartement où Freud allait la voir tous les jours, tout le temps, parce qu'il était quand même très culpabilisé, hein, très culpabilisé. Il avait écrit une lettre à Fliess en disant, oui, je t'ai fait confiance, et je te fais toujours confiance. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'il dit, je te fais encore confiance malgré les grandes difficultés rencontrées par Emma Eckstein. Et donc, elle était là, elle était quasi mourante, hein, elle était quasi mourante, parce qu'elle saignait tout le temps du nez. Hein. Forcément, l'autre l'avait charcuté comme c'est pas permis. C'est une intervention qui, même aujourd'hui, serait très complexe. Alors, vous imaginez du temps de Freud, hein, sans asepsie ou pas d'asepsie, ou pas beaucoup d'asepsie, sans antibiotiques, avec des chirurgiens malhabiles, enfin pas habilités à faire ce genre d'intervention. C'était vraiment du suicide, là. Hein. Franchement, là, c'était très compliqué. Et donc, Emma Eckstein, eh bien, Freud allait à son chevet régulièrement, et puis il écrit une lettre, vous allez voir, où il est quand même pas à l'aise. Hein. Il écrit une lettre à Wilhelm Fliess, qui évidemment a été cachée pendant longtemps, à propos d'Emma. Il dit, très cher Wilhelm, je viens de recevoir ta lettre et suis en mesure d'y répondre tout de suite. Heureusement, j'y vois enfin clair et suis tranquillisé au sujet de mademoiselle Eckstein. Et je peux te faire ce compte-rendu qui te blessera sans doute autant que moi, mais tu surmonteras cela, je l'espère, tout aussi vite. Donc, vous voyez qu'il lui en tient absolument par rigueur. Hein. L'autre est à moitié mourante, là, dans l'appartement où il va tout le temps. Mais il lui dit, tu vas aller bien, toi, mon cher Wilhelm. Hein. Toi, de ton côté, ça va aller. Tu vas pêcher, tu vas avoir la pêche. Je t'ai écrit que gonflement et saignement ne voulaient pas cesser. C'est-à-dire qu'elle n'arrêtait pas de gonfler et de saigner, c'était dramatique. Hein. Qu'ensuite sont apparus tout à coup fétors. Fétors, ça veut dire odeur épouvantable, parce qu'elle avait une gangrène, tout simplement. Hein. Elle pourrissait du nez, quoi. Il n'y avait pas d'antibiotiques. C'était l'horreur absolue. Hein. Et fétor, c'est un mot latin. Hein. Et obstacle lors du rinçage. J'ai fait venir Guerzeni. Alors Guerzeni, c'était un ORL. Il n'arrêtait pas de faire venir des ORL parce qu'il paniquait. Il paniquait. Freud, il savait pas quoi faire. Il était pas ORL, lui. Hein. Donc il en a fait venir, je sais pas combien. Là, c'est un qu'il a fait venir, qui a posé un drain. Il espérait qu'en ménageant un écoulement, cela irait de nouveau. Mais à part cela, son attitude exprimait en réalité de la réprobation. Son attitude, en réalité, de la réprobation. C'est-à-dire que cet ORL qui venait voir Emma Eckstein, il voyait bien qu'il y avait eu des conneries, de fait. Et donc, il avait de la réprobation vis-à-vis de Freud et de Fliess. Et il l'exprimait à Freud. Et Freud le dit là, textuellement. Hein. Il a dû dire, mais qu'est-ce que vous avez fait comme connerie? Mais qu'est-ce que vous avez fait comme connerie avec cette jeune femme? Hein? Vous pouvez voir des photos d'Emma Eckstein sur Google. Hein. Vous tapez Emma Eckstein, vous la voyez sur son lit, on la voit, elle est blanche comme un linge. Hein. C'est horrible. Hein. Encore, on la voit pas saignant et tout ça, mais c'est terrible. Hein. Donc, 2 jours plus tard, on me réveilla. Je répondis par téléphone, Guernesey, ah oui, c'est ça, Guerzeni me répondit par téléphone qu'il ne pouvait pas venir que le soir. J'ai donc demandé à Rosanès, alors c'est un autre ORL, hein, il en avait plein sous le coude, comme ça. J'ai donc demandé à Rosanès de me rencontrer. C'était à midi. Cela continuait à saigner modérément du nez et de la bouche,
Le fétor, c'est-à-dire l'odeur, était très fort. Rosanès nettoya le pourtour de l'ouverture, retira des caillots de sang qui adhéraient, et brusquement, alors ça c'est pas triste, hein, il tira sur quelque chose qui ressembla à un fil. Il continua à tirer. Avant que l'un de nous deux ait eu le temps de réfléchir, un morceau de gaz long d'un bon demi-mètre était extrait de la cavité. C'est-à-dire que le chirurgien Fliss, il avait oublié presque 1 mètre de gaz à l'intérieur des cornets, sanglant, hein, et qu'il fallait qu'il tire là-dessus pour l'enlever, ce qui était l'horreur pour la patiente quand même. Hein. Donc, il devait avoir eu un regard très réprobateur lui aussi, hein, le Rosanès, hein, sur Freud et puis sur Fliss. Hein. L'instant suivant, il y eut un flot de sang. La malade devient blanche, les yeux exorbités et sans pouls. Elle n'avait plus de pouls, vous vous rendez compte? Plus de pouls. C'est tragique. Hein. Quoi qu'il en soit, l'instant d'après, il avait de nouveau rempli l'intérieur avec de la gaze fraîche, iodoformée, oui, il mettait de l'iode un peu, et les saignements s'arrêta. Il avait duré environ une demi-minute, mais c'est beaucoup une demi-minute quand vous saignez énormément, hein. C'est énorme, hein. Mais avait suffi à rendre méconnaissable la pauvre créature que nous avons ensuite étendue. La pauvre créature. Ben oui, hein. On peut le dire de ça d'elle. Hein. Entre-temps, c'est-à-dire après en fait, il se passa encore quelque chose. Au moment où le corps étranger sortit, où tout devint clair pour moi, et où tout de suite après j'eus le spectacle de la malade, je me suis senti mal. Il s'est senti mal, il s'est senti partir. Hein. Après qu'elle eut été complètement rebouchée, je me suis enfui, le terme qu'il emploie lui, hein, Freud, hein, je me suis enfui dans la pièce d'à côté. J'ai bu une bouteille d'eau et je me suis trouvé pitoyable. La vaillante doctoresse m'apporta alors un petit verre de cognac et je redevins moi-même. Rosanès resta auprès de la malade jusqu'à ce que je les fasse conduire, lui et elle, par Strenfield à la maison de santé de Love. Ce soir-là, il ne se passa plus rien. Le jour suivant, c'est-à-dire hier jeudi, l'opération fut répétée sous l'assistance de Guerzoni. On a cassé. Alors, il faut savoir quand même qu'à chaque fois, il cassait un peu la paroi du nez. Enfin, c'était vraiment terrible. Hein. C'était un massacre. Hein. On a cassé et ouvert largement, retiré le tampon et cureté. Comme s'ils avaient les moyens à cette époque-là de faire des curetages. Ils n'en avaient pas les moyens. Hein. Cela saignait. Depuis, elle est hors de danger, très pâle, naturellement et misérable, avec de nouvelles douleurs et gonflements. Elle n'avait pas perdu connaissance durant la scène d'hémorragie. Lorsque je suis entré un peu chancelant dans la chambre, elle m'accueillit avec cette remarque hautaine, « Voilà le sexe fort ». Voilà la formule. Voilà le sexe fort, vous voyez. C'est bien de lire de temps en temps des textes comme ça, qui sont des vraies lettres, hein. Au mot à mot, il y a rien de changé là, hein. De Freud, pour voir à quel point, parfois, il a été misérable lui aussi, hein. Il s'est trompé, il s'est planté, hein. Et il a amené certaines de ses patientes, enfin celle-là en tout cas, à sur des rivages dangereux, tout proche de la mort, quoi, hein. Donc voilà, c'est pas pour tirer à boulet rouge sur Freud comme le font certains, c'est pas du tout pour ça que je vous dis ça. C'est pour montrer qu'il avait aussi ses faiblesses, hein, et que parfois il s'est trompé, tout simplement. Oui, pardon. Il faut lire dans l'interprétation des rêves, un des premiers rêves analysés par Freud, son propre rêve, qu'on a appelé l'injection faite à Irma, oui, tout à fait. Et qui fait exactement allusion à cette histoire complètement, d'Emma exactement, et à la culpabilité de Freud par rapport à ce qui s'est passé. Exactement. J'en ai pas parlé parce qu'il est très complexe, le rêve de l'injection d'Irma, mais c'est vrai que c'est un rêve qui se trouve dans la trame de Toom, dans la science des rêves, et qui est le compte-rendu, si je puis dire, de cette histoire d'Emma Epstein, effectivement, et de la culpabilité, comme le dit très bien le docteur Val, sa culpabilité vis-à-vis de cette histoire. Hein. Il a eu une culpabilité très lourde vis-à-vis de ça, très, très pénible pour lui aussi. Mais il était quand même un peu coupable de ce qui était arrivé, puisque c'est lui qui l'avait adressé à Fliss. Hein. Et après, il essaye de réclamer les lettres. Hein. Il essaye de... Oh là, il faut que j'arrête parce qu'il est l'heure. J'arrête aujourd'hui, je vous lirai une petite lettre la prochaine fois, où il écrit à la veuve de Fliss pour essayer de récupérer les lettres qui le gênent beaucoup. Voilà. En essayant de les payer, mais ça ne marche pas. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. On se revoit dans à peu près un mois. Hein. Le combien? Le 22 avril. Le 22 avril.